de l'interdiction des manifestations au Togo. Surtout la DMK a lancé à faire une manifestation cette semaine, mais la manifestation a été interdite par le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que c'est interdit? Pour l'instant, nous pensons que c'est une tentative d'interdiction parce que, et avec des arguments aussi fallacieux, parce qu'on ne peut pas comprendre que le ministre de la décentralisation, le ministre Mukwege, estime que le contenu, sinon le motif donc, de la manifestation qui concerne donc le contentieux électoral ou la crise politique électorale, lui, il estime que la crise est derrière nous et donc on peut même plus se fonder sur cela pour appeler à la manifestation. Non, je crois que le ministre Mukwege ne comprend véritablement pas les choses. Il ne revient pas à la DMK de dire au ministre Mukwege que non, qu'ils vont faire une manifestation pour chanter donc, les merveilles donc, du président Faure Gnassingbé. Ah non! Ah non, c'est une coalition de l'opposition. C'est une coalition de l'opposition qui estime avoir été violée, avoir été volée lors donc, des élections présidentielles et qui, s'ils veulent donc dérouler tout ce programme-là sur 8 ans, il revient à eux de le faire. Donc il ne revient pas au ministre donc, de prendre ce motif-là pour espérer vainement donc, interdire donc, ce mouvement ou cette manifestation. Ah non! Lorsque vous prenez les dispositions donc, du code ou des dispositions donc, les lois qui encadrent donc, les manifestations pacifiques et publiques, aucune disposition, aucun article ne donne donc, la prérogative donc, au ministre Mukwege d'interdire la manifestation sur le fait que le slogan ou du moins le motif que les gens sur lequel donc, les gens veulent manifester sont contraires donc, à ce que lui pense. C'est-à-dire que la DMK n'est pas obligée donc, de faire donc, de se plier au désidérateur donc, du ministre. Alors il faudrait quand même que les gens puissent quand même à un moment donné donc, revenir donc, à de meilleurs sentiments. Et puis, lorsqu'on nous dit que la crise est derrière nous, vous savez, le Togo même c'est une succession de crises. Le Togo en soi, c'est une succession de crises. Et depuis, figurez-vous, depuis donc, la première élection présidentielle que nous avons obtenue ou enregistrée au Togo, c'est-à-dire depuis 1993, au sorti de multipartisme, toutes les élections, je dis depuis 1993, toutes les élections au Togo ont été contestées. C'est-à-dire que le régime qui est là estime toujours avoir gagné et ce régime est toujours accusé donc d'avoir volé et nous en sommes là jusqu'à aujourd'hui. Alors si les gens veulent manifester ou si les gens veulent même veulent dire qu'ils veulent manifester pour la gloire donc, de Sylvanus Olympio ou pour l'assassinat de Sylvanus Olympio, libre à eux de le faire. Libre à eux de le faire. Nous sommes dans un pays où la loi fondamentale autorise les gens de manifester leur ras-le-bol s'ils estiment que la manière dont le pays est géré n'est pas conforme ou n'est pas conforme aux standards internationaux admis. Donc, il revient donc à la DMK de choisir n'importe quel motif pour manifester. Vous savez, les gens sont toujours friands, les gens sont toujours frileux, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les gens sont toujours frileux donc des manifestations. Ils ont vu l'ampleur de ce que le 19 août a produit dans ce pays et ils ont toujours dit qu'il n'y aura plus donc de 19 août au Togo. Et lorsqu'ils ont vu qu'au niveau donc des médias, la manifestation de la DMK est souvent relayée et qu'il y a même certains qui disent qu'il y a cet appel de Vougan comme l'appel donc, du 19 août, ils commencent donc à avoir peur. En réalité, c'est cela. C'est cela, donc c'est une tentative donc, désespérée, comme l'a écrit un journal aujourd'hui, donc d'interdire la manifestation. Mais il revient donc à la DMK de soutenir sur la part des arguments et que pour que la manifestation ait lieu. Encore que ça fait depuis 3 ans que les gens ne veulent pas qu'on puisse manifester au Togo. Ils sont toujours dans l'interdiction systématique de toutes les manifestations. Hier c'était Togo debout, après c'est la DMK, c'est la NC, etc., etc. Donc ils ne veulent plus qu'il y ait manifestation. Vous savez, et c'est eux-mêmes qui apportent de l'eau au moulin à ceux qui pensent que nous sommes où nous retrouvons donc les traces du parti unique et parti État. Ah oui,
nous retournons progressivement dans la logique du parti unique, parti État, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus autre son de cloche que ce qu'eux veulent nous proposer, autre son de cloche que ce que les Togolais pensent exprimer. Voilà, en réalité, c'était ça. Quel Togo nous en sommes aujourd'hui avec tout ça là? Quel Togo nous en sommes aujourd'hui? Écoutez, nous sommes dans un Togo qui est systématiquement dans le déni de la vérité. Nous sommes dans un Togo qui est systématiquement donc dans l'opposition systématique donc de la réelle opposition, c'est-à-dire que de l'opposition politique. C'est-à-dire les gens ne veulent plus écouter, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent être dans cette logique où à l'époque on criait, on chantait, on dansait à l'animation, on criait et à des mains à Beozo, à l'Afia. Les gens veulent qu'à retrouver cette époque-là. Ils veulent humer encore ce vent-là de gloire qui les faisait qui les divinisait et qui faisait d'eux donc de petites divinités au Togo. Les gens veulent retrouver cette période, oubliant que hier n'est plus comme aujourd'hui. C'est ce qu'ils doivent comprendre. C'est ce qu'ils doivent comprendre parce que ils veulent, c'est-à-dire être donc le levant et le couchant au Togo. Ils veulent être l'alpha ou l'oméga au Togo. Non, écoutez, les Togolais sont intelligents. Les Togolais sont allés à l'école. Les Togolais savent réclamer leurs droits. Les Togolais savent revendiquer un certain nombre de choses qui concourent au bien-être social de toute la population. Et donc, si ceux qui sont là estiment qu'ils font tellement bien qu'on ne doit plus leur dire, messieurs, ce que vous faites n'est pas conforme, ce que vous faites ne concorde pas, ce que vous faites ne respecte pas les aspirations profondes du peuple togolais, mais ils doivent comprendre et se réfléchir et corriger le tir. Mais s'ils veulent à chaque fois opprimer le peuple, s'ils veulent à chaque fois être donc dans l'oppression, je vous dis, il arrivera un moment où c'est la pression de l'oppression qui sera véritablement donc, en vogue au pays. Voilà. Au Togo, actuellement, vous savez que les activités politiques dans tous les côtés sont bloquées. Il n'y a plus des activités politiques. A-t-il que les opposants ont gagné tout ce qu'ils cherchaient avant? Non, écoutez, les opposants togolais également ont tellement de tard qui les poursuivent depuis des années. Et vous voyez aujourd'hui, ils sont là, muets comme une carpe. Ils sont là, ils gardent un mutisme éternel, un mutisme donc de cimetière, qui ma foi, donne l'impression que tout marche comme sur des roulettes au Togo. Mais bien avant cela, bien avant qu'on ne soit dans cette situation aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qui se sont fait donc la guerre. C'était une guerre implacable, c'était des querelles intestines byzantines que nous avons quand même retrouvées sur les réseaux sociaux. Les gens sont tellement tombés bas qu'aujourd'hui, c'est tel militaire qui s'apprend à tel leader, demain, c'est tel autre leader qui s'apprend donc à telle autre chapelle politique. Et dans tout cela, il y a même les acteurs de premier plan, c'est-à-dire les dirigeants eux-mêmes qui se lancent des invectives, qui ma foi, donc s'accusent mutuellement. Je me dis, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter parce que le but pour lequel ils se sont engagés depuis des années, ils ne sont jamais arrivés à bout. Normalement, le mieux à faire, c'est quand même de se retrouver, c'est quand même de faire taire les rancœurs, c'est quand même donc de mieux réfléchir sur les moyens de la lutte pour voir la stratégie de la lutte, tout ce que nous avons fait précédemment. Quels sont les points noirs, quels sont les points obscurs, quels sont donc les talons d'Achille de tous ces plans-là, voir en réalité comment est-ce qu'il faut mieux orienter donc la stratégie, comment est-ce qu'il faut mieux orienter l'action politique, comment est-ce qu'il faut, il faut quand même s'interroger pour mieux faire les choses, mais alors ils sont là à s'en prendre à eux-mêmes et maintenant comme ils sont fatigués, ils se sont tués. En réalité c'est cela. Et vous verrez que nous sommes déjà, M. Foyassingbe est déjà à sa troisième année de gouvernance pour le nouveau quinquennat, le 4e du genre. Donc bientôt, il y aura les élections législatives, après donc la présidentielle, tout ça. C'est à ce moment-là que les gens vont encore se réveiller, ils vont encore courir de gauche à droite et après ils reviendront nous dire qu'on nous a volé. Non, écoutez, moi j'ai toujours dit que depuis le premier jour donc au lendemain donc
de la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire que la prochaine présidentielle devait déjà se préparer là. Mais aujourd'hui, si on nous dit qui aujourd'hui est capable donc, de prendre le flambeau, ben bon, vous voyez quoi, il n'y a personne, quoi, le terrain est vide. Et voilà, que ça profite donc au parti au pouvoir et parti État, uni qui est dans tous ces sens, qui croient donc que bon, voilà quoi, tout est fini, se lavent les mains, et bon, voilà quoi. Ils pensent que plus rien ne peut leur arriver. Encore que c'est ce que disait le feu sage de unir le ministre, l'ancien ministre Charles Agba, qui disait que bon, en fait, devant il n'y a plus rien, quoi, que l'opposition n'est là que pour des slogans disant un pouvoir cinquantenaire qui n'ont plus rien, quoi, qu'en face il n'y a plus rien. Et là, paix à son âme, mais je voulais aussi profiter donc de l'occasion pour dire quand même au pouvoir que lorsque devant il n'y a rien, c'est encore beaucoup plus dangereux. Parce qu'il faudrait avoir un interlocuteur devant vous avec qui discuter. Mais lorsque il arrivera au moment où la situation n'est plus sous contrôle, où on ne sait pas avec qui on doit discuter pour faire peut-être taire une crise, là ça devient dangereux. Et c'est pourquoi je dis qu'un pouvoir a toujours besoin d'une opposition pour quand même pour pouvoir se jauger, pour pouvoir donc se corriger un certain nombre de choses que l'opposition lui révèle. Voyez-vous, mais lorsque devant il n'y a rien, c'est-à-dire que les Ivoiriens disaient que devant il y a maïs, lorsque devant il n'y a rien, et vous estimez, vous êtes heureux, lorsqu'il y aura une crise où vous n'avez personne devant vous pour des discussions, pour parler politique afin de sortir de la crise, c'est là où ça devient dangereux. Donc eux aussi, il ne faudrait pas qu'ils pensent que oui, donc la situation, il y a comme le dit certains, il y a du boulevard devant eux, donc ils peuvent quand même rouler les yeux fermés. Je le dis et je le répète, dans ce contexte-là, c'est extrêmement dangereux. Ma dernière question, vous écoutez les informations sur le Togo, vous savez ce qui se passe dans le parti UFC, qui est le parti du chef de file de l'opposition. Il y a quelques semaines, il y a le deuxième vice-président a été sanctionné par le groupe du bureau directeur. Dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a détourné des fonds. Quelle analyse vous en faites de cette situation? Oui, en fait, c'est une information que nous avons également eue et par le biais d'un certain nombre de confrères qui ont quand même écrit là-dessus, parce qu'on estimait que, je crois, c'est le premier vice-président de l'UFC, le deuxième vice-président, donc, à la personne de Liot Ohim, qui aurait détourné donc, 14 millions de francs CFA et qui serait sanctionné par le bureau exécutif ou le bureau directeur donc, du parti. Et bon, quelques jours plus tard, lui aussi, il a fait une sortie en disant qu'en apportant un démenti formel, estimant même qu'il réserve une suite judiciaire à tout cela. Écoutez, nous avons quand même eu ces deux informations. Nous ne sommes pas quand même allés, nous n'avons pas poussé le bouchon encore plus loin pour comprendre véritablement ce qui se passe. Mais bon, nous estimons que c'est un sujet qui intéresse également notre rédaction. Nous trouverons également des moyens pour avoir les deux partis. Parce que quand on dit les deux partis, on a d'un côté le député Sénat Alipu et de l'autre l'ancien ministre Liot Ohim. Je crois que c'est les deux qui sont aujourd'hui dans un combat presque fratricide qui se rentrent dedans. Mais écoutez, ça arrive également dans des partis politiques. Mais ce que je puisse peut-être déplorer au niveau de ce parti-là, c'est que le dernier sang ne se lave pas en famille, mais se lave aux yeux aussi du public. Vous verrez que demain, si le camp Ohim trouve quelque chose contre Alipu, ils vont rapidement saisir les médias et donc le député Alipu peut également revenir à la charge. Non, il faudrait quand même qu'ils puissent concentrer leur énergie pour le devenir donc, de la nation. Mais nous disons que si ce qu'on reproche au ministre de Liot Ohim est véritablement fondé, je crois que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave comme pour, du moins, c'est la démocratie togolaise que nous sommes même en train de construire. Parce que je ne peux pas croire que quelqu'un puisse détourner 14 millions de francs CFA qui auraient pu servir donc à faire avancer ce parti-là, ou du moins c'est à servir pour d'autres besoins. Pourquoi pas au niveau national. Donc,
Même, vous savez, ici on parle de corruption, on parle de détournement. Donc, même les autorités judiciaires peuvent également s'auto-saisir de cette affaire pour élucider, parce que quand on parle de corruption, on parle de détournement dans un pays, et que c'est silence radio, personne ne dit mot. Je crois que c'est pas également donc, quelque chose qui puisse véritablement réjouir les Togolais. Donc, il faudrait quand même que, peut-être que je le dis, notre rédaction dans les premiers jours essaiera donc de contacter les deux parties, contactera donc les deux parties si véritablement ils veulent quand même nous dire plus sur la manière dont les choses se sont passées. Parce que pour l'instant, c'est juste l'information, il y a des tournements. Comment est-ce que ça s'est fait? Quelles sont donc les pièces à conviction qui prouvent véritablement que le ministère Elliott a détourné? Et si réellement il a véritablement détourné ces millions-là, il faudrait quand même qu'il réponde devant les tribunaux. Vous voyez, comme lui aussi disent qu'il réserve donc une suite judiciaire à cette affaire, on espère que l'affaire pourra véritablement se décanter et qu'on saura véritablement qui fait quoi et qui est qui dans ce parti-là. Il y a une lettre du bureau directeur qui est déjà envoyée au ministre, à toutes les organisations, que Elliott Orim ne pourra plus parler dans le nom de leur parti. Justement, je crois que c'est tel que je le dis, voilà quand même des documents que nous voulons avoir. Voilà quand même des documents qui font foi. Parce que vous savez, en matière donc, de presse, il faut parler sur des preuves, il faut parler avec des preuves sous les yeux. Ce sont quand même ces genres de documents que nous aimerions avoir et qui véritablement pourront nous donner plus d'éléments dans la production donc, de nos articles. Donc tel que je le dis, nous allons véritablement donc, nous intéresser donc, à ce dossier-là pour mieux élucider donc, les Togolais. Monsieur Sylvestre, merci. C'est moi qui vous remercie.